Cette porte de l'enfer, aujourd'hui porte factice au vantaux soudé, qu'est-elle exactement? Morceau d'architecture orné, si l'on considère les puissantes moulures qui la cernent, ou espace sculptural très ambigu, dont les reliefs varient en fonction des changements d'éclairage. Cette gigantesque composition, haute de 6 mètres, large de 4, fut commandée à Rodin en 1880 pour servir d'entrée monumentale au futur musée des arts décoratifs, dont on envisageait la construction sur la rive gauche de la Seine, près de l'actuelle gare d'Orsay. Il y travailla toute sa vie, mais il mena simultanément de multiples projets qui s'interpénètrent et enrichissent son imagination. Les bourgeois de Calais. Les monuments à Victor Hugo. À Claude Lorrain. À Balzac. Il n'en achèvera le montage définitif que peu de mois avant sa mort, en 1917. Entre-temps, la porte lui aura servi à fixer ses idées, ses inventions. Elle aura été une sorte de vivier où les projets sont conservés jusqu'à ce que l'occasion lui soit donnée de les développer isolément. Ces sculptures les plus fameuses ont été créées pour la porte, mais ont acquis leur célébrité hors de son contexte. La porte de l'enfer est riche d'environ 200 personnages, reliés par des mouvements d'une liberté et d'une audace sans exemple dans l'art de son temps. Le thème choisi par l'artiste est celui de l'enfer, dans lequel Dante imagina son voyage à travers le monde des âmes damnées. Les tourments des réprouvés décrits par le poète trouvent un écho chez le pessimiste Rodin, fasciné par l'expression de la passion, de la violence et du désespoir. Plusieurs épisodes de cette épopée font déjà partie des thèmes familiers aux artistes du XIXe siècle. L'enfer a hanté Delacroix, Gustave Doré. Carpeaux a montré Ugolin, entouré de ses enfants mourants, qu'il va dévorer. Mais Rodin va faire de la porte une véritable célébration du corps humain. Il en exploite les facultés expressives sans la moindre hypocrisie, alors que la plupart des sculpteurs de son époque déguisent l'érotisme sous une apparence de joliesse. Rodin n'est pas le seul sculpteur du XIXe siècle à avoir été confronté à la commande d'une porte monumentale en bronze. L'église Saint-Barthélemy à New York. L'église de la Madeleine à Paris en offre des exemples.
mais il s'agit de portes décoratives dont la structure copie des portes anciennes, et notamment les portes de bronze de la Renaissance florentine, telle la fameuse porte créée vers 1450 par Ghiberti pour le baptistère de Florence, et dont chaque ventail est divisé en 5 panneaux carrés représentant chacun un épisode de la Bible. L'équilibre et l'harmonie de la composition lui valurent le nom de porte du paradis, et elle servit bientôt de modèle. Au début de son travail, Rodin lui-même s'en inspire, comme en témoigne le découpage géométrique de la première maquette et plusieurs dessins. Une autre maquette, haute de 1 mètre, en plâtre, est encore basée sur des formes dérivées des portes italiennes, avec ses vantaux divisés horizontalement. Mais la conception de l'artiste évolue rapidement, et une 3e maquette, dans laquelle les formes humaines sont indiquées sommairement par des gouttelettes de cire plus ou moins écrasées avec le doigt, montre un ensemble très animé qui fait penser à un tableau couvert de personnages. Est-ce le souvenir du plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange qui inspire à Rodin cette composition foisonnante? Sans doute faut-il plutôt chercher l'origine de cette porte grouillante de vie dans sa sensibilité personnelle, dans son intérêt pour les formes en expansion dans l'espace et aussi dans le goût de l'époque. La porte de l'enfer est probablement une des manifestations les plus spectaculaires du moderne style ou art nouveau du XIXe siècle finissant, épris de lignes sinueuses et de formes sortant de leur cadre. Au sommet de l'œuvre se dressent les 3 ombres qui devaient tenir une banderole avec la fameuse inscription annonçant l'enfer « Perdez toute espérance, vous qui entrez ». Appuyés l'un sur l'autre, dans une attitude de désolation, leurs doigts indicateurs rapprochés exprimant l'irréparable, ils sont 3 et ils sont 1, car le groupe est constitué de 3 personnages identiques vus respectivement de gauche, de face et de droite. Par ce système répétitif, l'une de ses inventions les plus audacieuses, le sculpteur engendre des rythmes nouveaux, complexes et dynamiques. Il renforce la puissance des formes qui résistent mieux à la dilution dans la lumière qui les baigne. Le linteau est un extraordinaire morceau de sculpture comportant 3 épaisseurs de personnages dont la gesticulation apparemment confuse est en réalité organisée dans un mouvement de spirale de la gauche vers la droite. L'espace s'emplit d'une profusion de corps mêlés, évocateurs du chaos. Un torse féminin, suspendu à la moulure verticale, étire sa sensualité épanouie. Un squelette, symbole du pouvoir égalisateur de la mort, entraîne au tombeau une foule de femmes au corps superbe. Surmonté par le sinistre alignement d'une frise de têtes tragiques, siège le penseur, mondialement célèbre. Nettement plus grand que les autres personnages, figure dominante de la porte, il en est le point focal. On a vu en lui le juge des enfers,
le créateur méditant sur son œuvre, et de façon plus générale le symbole de l'activité intellectuelle dont la concentration se traduit par une anatomie puissante où chaque muscle contracté rend sensible le travail de l'esprit. Sous le penseur, l'homme qui tombe tend vers le vide sa splendide musculature. Ugolin, entouré de ses enfants morts, adopte une posture animale en rapport avec l'instinct de survie monstrueux qui le pousse à les dévorer. Accroché à la moulure centrale, Mercure joue son rôle mythologique de conducteur des morts aux enfers. L'enfant prodigue est tendu dans un geste de violente supplication. Les panneaux latéraux regorgent de personnages amoncelés, courbés, crispés, dans un encadrement qui les comprime et suscite un effet de souffrance étouffée. Des enfants y apparaissent, paradoxalement, mais aussi la vieille courtisane aux formes décharnées, image de la décrépitude. De part et d'autre de la porte se dressent Adam et Ève pour rappeler le péché originel, responsable du tourment des hommes. Œuvre sans précédent et sans suite, La Porte de l'Enfer est une création charnière, proche du XIXe siècle par son ambiance dramatique, mais aussi très en avance sur son temps par les audaces et les inventions qu'elle contient. Elle rassemble tout l'art d'Auguste Rodin.